Bonsoir à tous et bienvenue pour ce voyage au bout de la nuit dans la Russie du 19e siècle, tel que la décrivait Ivan Tourgueniev dans sa nouvelle Premier amour, une nouvelle que j'adore, que j'ai commencé à vous lire et que je vais continuer. Alors pour vous résumer, c'est un jeune garçon qui s'appelle Vladimir, il a 16 ans, et une jeune fille de 21 ans vient d'emménager à côté de chez lui. C'est une princesse un peu déshéritée, mais une princesse quand même. Il en est red dingue, on en est au tout début, il vient de la rencontrer. Et je vous décris donc cette princesse. C'est Vladimir. Je profitais qu'elle eût baissé les yeux et l'examinait, d'abord à la dérobée, puis de plus en plus hardiment. Son visage me parut encore plus charmant que la veille. Tout en lui était fin, intelligent et attrayant. Elle tournait le dos à la fenêtre voilée d'un rideau blanc. Un ray de soleil filtrait à travers le tissu et inondait de lumière ses cheveux flous et dorés, son cou innocent, l'arrondi de ses épaules, sa poitrine tendre et sereine. Je la contemplais et qu'elle me devenait chère et proche. J'avais l'impression de la connaître depuis longtemps et de n'avoir rien su, rien vécu avant de l'avoir vue. Ça, c'est de la déclaration. Elle portait une robe de couleur sombre, assez usée, et un tablier. Et j'aurais voulu caresser doucement chaque pli de ses vêtements. Je suis en face d'elle, nous avons fait connaissance. Les bouts de ses petits pieds dépassaient, espiègles sous la jupe, et j'aurais voulu les adorer à genoux. Quel bonheur, mon Dieu, me disais-je. Je faillis sauter de joie, mais réussis à me contenir et balançais seulement les jambes, comme un enfant qui déguste son dessert. Alors ça, c'est une description comme on n'en trouve plus aujourd'hui. Voilà, un petit pli, un genou, une jambe, voilà, ça suffisait à exciter un jeune garçon. Aujourd'hui, il en faut bien plus, hein, mais bon. Allez, on continue. Parenthèse fermée. J'étais heureux comme poisson dans l'eau, et s'il n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais jamais quitté cette pièce. Ses paupières se relevèrent délicatement, les yeux clairs brillèrent d'un doux éclat, et elle me sourit de nouveau. « Comme vous me regardez, fit-elle lentement, me menaçant du doigt. Je devins cramoisie. Elle se doute de tout, elle voit tout, me dis-je tragiquement. D'ailleurs, pourrait-il en être autrement ? Subitement, un bruit dans la pièce contiguë, le cliquetis d'un sabre. « Zina !» cria la princesse. « Belovzorov t'a apporté un petit chat. »« Un petit chat ?» s'exclama Zinaïda. Elle se leva d'un bond, me jeta les chevaux sur les genoux et sortit précipitamment. Elle n'avait plus rien à foutre. Je me levai également, posai la laine sur le rebord de la fenêtre, passai au salon et m'arrêtai stupéfait sur le pas de la porte. Un petit chat tigré était couché au milieu de la pièce, les pattes écartées. À genoux devant lui, Zinaïda lui soulevait le museau avec précaution. À côté de sa mère, entre les deux croisées, se tenait un jeune hussard, beau garçon, les cheveux blonds et bouclés, le teint rose, les yeux saillants. « Qu'il est drôle !» répétait Zinaïda. Mais ses yeux ne sont pas du tout gris, ils sont verts. Et comme il a de grandes oreilles. Merci, Victor Egorovitch, vous êtes un amour. Le hussard, en qui j'avais reconnu l'un des jeunes gens de la veille, sourit et s'inclina en faisant sonner ses éperons et la bélière de son sabre. Hier, vous exprimâtes le désir d'avoir un petit chat tigré à longues oreilles. Vos désirs sont des ordres. Il s'inclina de nouveau. J'aime quand les hommes parlent comme ça. Le petit chat miaula faiblement et se mit à explorer le plancher du bout de son museau. « Oh, il a faim !» s'écria Zinaïda. « Boniface, Sonia, vite, du lait !» Une bonne, qui portait une vieille robe jaune et un foulard décoloré autour du cou, entra dans la pièce apportant une soucoupe de lait qu'elle déposa devant la petite bête. Le chat frissonna, ferma les yeux et commença de laper. « Comme sa langue est petite et toute rouge, observa Zinaïda en baissant la tête presque au niveau du museau. Le petit chat, repu, fit ronron. Zinaïda se releva et ordonna à la bonne de l'emporter, d'un ton parfaitement indifférent. « Votre main pour le petit chat, sourit le hussard, encombrant son corps d'athlète sanglé dans un uniforme flambant neuf. « Les deux, répondit Zinaïda. Pendant qu'il lui baisait les mains, elle me regarda par-dessus son épaule. Quelle coquine! Je restais plantée où j'étais, ne sachant pas trop si je devais rire, dire quelque chose ou me taire. Tout à coup, j'aperçus par la porte entr'ouverte du vestibule Théodore, notre domestique, qui me faisait des signes. Je sortis machinalement. « Que veux-tu » lui demandai-je. « Votre maman m'envoie vous chercher, répondit-il à mi-voix. On vous en veut de n'être pas revenu apporter la réponse. Mais y a-t-il donc si longtemps que je suis ici ? Plus d'une heure. Plus d'une heure, répétai-je malgré moi. Il ne me restait plus qu'à rentrer au salon et prendre congé. Où allez-vous ? Me demanda la jeune princesse en me fixant toujours par-dessus l'épaule du hussard. Il faut que je rentre. Je vais dire que vous avez promis de venir vers 1h, ajoutai-je en m'adressant à sa mère. C'est cela, jeune homme. Elle sortit une tabatière et prisa si bruyamment que je sursautai.
À l'époque, c'était pas cool de faire ce genre de truc. C'est cela, répéta-t-elle en clignant ses yeux larmoyants et geignants. Je saluai encore une fois et quittai la pièce, gênée, comme tout adolescent qui sent qu'un regard est attaché à son dos. « Revenez nous voir, monsieur Voldemar !» cria Zinaïda en éclatant de rire de nouveau. « Pourquoi rit-elle tout le temps ?» me demandai-je en rentrant en compagnie de Théodore. Le domestique marchait à quelques pas derrière et ne disait rien, mais je sentais qu'il me désapprouvait. Ma mère me gronda et se montra surprise que je me fusse tellement attardée chez la princesse. Je ne répondis rien et montai dans ma chambre. Et tout soudain, je fus submergée par une immense vague de détresse. Je retenais mes larmes prêtes à couler. J'étais affreusement jaloux du hussard. Et les choses ne font que commencer. La princesse vint voir ma mère, comme elle l'avait promis. Elle lui déplut. Je n'assistais pas à l'entretien, mais à table, maman déclara à mon père que cette princesse Zaskine lui avait produit l'impression, entre guillemets, d'une femme très vulgaire, qu'elle l'avait terriblement ennuyée avec ses sollicitations et ses prières d'intervenir auprès du prince Serge, qu'elle avait des procès en masse, de vilaines affaires d'argent, et devait être une grande chicanière. Néanmoins, ma mère ajouta qu'elle avait invité le lendemain à dîner la princesse avec sa fille. En entendant et sa fille, je plongeais le nez dans mon assiette et justifiais cette invitation par le fait que c'était une voisine et quelqu'un de la noblesse par-dessus le marché. À cela, mon père répondit qu'il avait connu dans sa jeunesse le prince Zaskine, un homme très bien élevé, mais lunatique et sans cervelle. Comme la plupart des hommes, si je peux me permettre. Ses amis l'appelaient le Parisien parce qu'il avait fait un long séjour dans la capitale française. Tiens donc, extrêmement riche, puis ruiné au jeu, il avait épousé, on ne sait jamais pourquoi, peut-être pour sa dot, la fille d'un magistrat. Là-dessus, mon père ajouta qu'il aurait pu trouver mieux. Après le mariage, s'étant mis à jouer à la bourse, il se serait définitivement ruiné. Pourvu qu'elle ne vienne pas m'emprunter de l'argent, soupira ma mère. Cela n'aurait rien de surprenant, observa mon père sans s'émouvoir. Sait-elle parler français ? Très mal. À vrai dire, cela n'a pas d'importance. Tu viens de dire, je crois, que tu as invité sa fille avec elle. On m'a affirmé que c'était une personne aimable et fort instruite. Tiens, il faut croire qu'elle ne ressemble pas à sa mère, rétorqua maman. Ni à son père. Celui-là avait de l'éducation, mais était bête. Comme quoi, c'est pas antinomique. Ma mère soupira de nouveau et devint songeuse. Mon père se tut. Je m'étais sentie terriblement gênée durant tout ce dialogue. À l'issue du repas, je descendis au jardin, mais sans fusil. Je m'étais juré de ne point m'approcher de la palissade des Askines, mais une force invisible m'y attirait. Et pour cause. À peine y étais-je parvenue que j'aperçus Zinaïda. Elle était seule dans un sentier, un livre à la main, pensive. Elle ne me remarqua pas. Je faillis la laisser passer, puis, me reprenant au dernier moment, je toussautai. Elle se retourna, mais sans s'arrêter. Écarta de la main le large ruban d'azur de sa capeline, me dévisagea, sourit doucement et reprit sa lecture. Jetai ma casquette et m'éloignai, le cœur gros, après quelques instants d'hésitation. « Que suis-je pour elle ?» me dis-je en français, je ne sais pourquoi. Un pas familier résonna derrière mon dos. C'était mon père qui me rejoignait de sa démarche légère et rapide. « C'est cela, la jeune princesse ?» me demanda-t-il. « Oui, c'est elle. Tu la connais donc ?»« Oui, je l'ai vue ce matin chez sa mère. » Mon père s'arrêta net, fit brusquement demi-tour et rebroussa chemin. Parvenu au niveau de la jeune fille, il la salua courtoisement. Elle lui répondit avec une gentillesse mêlée de surprise et lâcha son livre. Je m'aperçus qu'elle suivait mon père du regard. Mon père était toujours vêtu avec beaucoup de recherche et de distinction, allié à une parfaite simplicité, mais jamais sa taille ne m'avait paru aussi svelte, jamais son chapeau gris n'avait reposé avec plus d'élégance sur ses boucles à peine clairsemées. Je me dirigeai vers Zinaïda, mais elle ne m'accorda pas même un regard, reprit son livre et s'éloigna. Je passai toute la soirée, toute la matinée du lendemain dans une sorte de torpeur mélancolique. J'essayais de me mettre au travail, ouvris le cahier d'Anof, mais en vain. Les lignes espacées et les pages du célèbre manuel défilaient devant moi, sans franchir la barrière des yeux. 10 fois de suite, je relus cette phrase. « Jules César se distinguait par sa vaillance au combat. » Je n'y comprenais goutte. Aussi finis-je par renoncer. Avant le dîner, je repommadais mes cheveux, passais ma petite redingote et ma cravate neuve. « À quoi bon ?» me demanda ma mère. « Tu n'es pas encore à la faculté et Dieu sait si tu y seras un jour. D'ailleurs, on vient de te faire une veste et tu ne vas pas la quitter au bout de quelques jours. »« Mais nous attendons des invités, balbutiai-je, la détresse au cœur. »« Oh, pour ce qu'ils valent !» Il fallait m'exécuter. Je remplaçais la petite redingote par la veste, mais je gardais ma cravate.
La princesse et sa fille se présentèrent avec une bonne demi-heure d'avance. La mère avait mis un châle jaune par-dessus la robe verte que je connaissais déjà et portait en outre un bonnet démodé à ruban feu. Dès l'abord, elle se mit à parler de ses lettres de change, soupirant, se plaignant de sa misère, geignant à fendre le cœur et prisant son tabac aussi bruyamment que chez elle. Elle semblait avoir oublié son titre de princesse, remuait sur sa chaise, se tournait de tous les côtés et produisait sur ses hôtes un effet désastreux. Zinaïda, au contraire, très fière et presque austère, se tenait comme une vraie princesse. Son visage était froid, immobile et grave. Je ne la reconnaissais plus, ni son regard, ni son sourire, mais elle me semblait encore plus adorable sous ce nouveau jour. Elle avait mis une robe légère, de basin, avec des arabesques bleu pâle. Ses cheveux descendaient en longues boucles et encadraient son visage à l'anglaise, et cette coiffure s'accordait à ravir avec l'expression froide de ses traits. Mon père était assis à côté d'elle et lui parlait avec sa courtoisie raffinée et sereine. De temps en temps, il la fixait, et elle le dévisageait aussi, avec une expression bizarre, presque hostile. Il s'exprimait en français et je me souviens d'avoir été frappée par la pureté impeccable de l'accent de la jeune fille. Quant à la vieille princesse, elle se tenait toujours avec le même sans-gêne, mangeait pour 4 et faisait des compliments pour les plats qu'on lui servait. Sa présence semblait importuner ma mère, qui répondait à toutes ces questions avec une sorte de dédain attristé. Mon père avait parfois un froncement de sourcils à peine perceptible. Pas plus que la vieille princesse, Zinaïda n'eut l'heure de plaire à ma mère. « Beaucoup trop fière », déclara-t-elle le jour suivant. « Il n'y a vraiment pas de quoi avec sa mine de grisette. »« Tu n'as probablement jamais vu de grisette, lui rétorqua mon père. »« Dieu m'en garde, je ne me porte pas plus mal pour cela. » « Tu ne te portes pas plus mal, c'est certain, mais alors comment se fait-il que tu crois pouvoir les juger ?» Durant tout le repas, Zinaïda n'avait pas daigné faire la moindre attention à ma pauvre personne. Peu après le dessert, la princesse commença à faire ses adieux. « Je compte sur votre protection, Maria Nikolaïevna et Piotr Vassilievitch, fit-elle en s'adressant à mes parents d'une voix traînante. « Que voulez-vous? Fini les beaux jours. Je porte le titre de sérénissime, ajouta-t-elle avec un ricanement désagréable. Mais à quoi cela m'avance-t-il, je vous le demande, si j'ai l'estomac vide ?» Mon père la salua cérémonieusement et la reconduisit jusqu'à la porte de l'antichambre. Je me tenais à côté de lui, dans ma veste étriquée, les yeux rivés au sol, comme un condamné à mort. La façon dont Zinaïda m'avait traité m'avait complètement anéanti. Quel ne fut donc pas mon étonnement lorsque, en passant devant moi, elle me souffla rapidement, le regard câlin. « Venez chez nous à 8 heures, vous m'entendez, venez sans faute. » J'ouvris les bras tout grands de stupéfaction, mais elle était déjà partie, après avoir jeté un fichu blanc sur ses cheveux. Ne jamais se fier aux apparences. À 8 heures précises, affublée de ma petite redingote et les cheveux en coque, je me présentai dans le vestibule du pavillon de la princesse. Le vieux majordome me dévisagea d'un œil morne et ne montra qu'un piètre empressement à se lever de sa banquette. Des voix joyeuses me parvenaient du salon. J'ouvris la porte et reculai, stupéfait. Zinaïda se tenait debout sur une chaise au beau milieu de la pièce, tenant un haut de forme. 5 hommes faisaient cercle autour d'elle, essayant de plonger la main dans le chapeau qu'elle soulevait toujours plus haut en le secouant énergiquement. Quand elle m'aperçut, elle s'écria aussitôt. « Attendez, attendez, voici un nouveau visiteur. Il faut lui donner aussi un petit papier. » Et quittant sa chaise d'un bond, elle s'approcha de moi et me tira par la manche. « Venez donc, pourquoi restez-vous là ? Mes amis, je vous présente Monsieur Voldemar, le fils de notre voisin. Et ces messieurs que vous voyez sont le comte Malevski, le docteur Louchine, le poète Maïdanov, Nirmatsky, un capitaine en retraite, et Belovzorov, le hussard que vous avez déjà vu hier. J'espère que vous allez vous entendre avec eux. » Dans ma confusion, je n'avais salué personne. Le docteur Louchine n'était autre que l'homme brun qui m'avait infligé une cuisante leçon l'autre jour au jardin. Je ne connaissais pas les autres. « Comte, reprit Zinaïda, préparez donc un petit papier pour Monsieur Voldemar. » Le comte était un joli garçon, tiré à 4 épingles, avec des cheveux noirs, des yeux bruns très expressifs, un nez mince et une toute petite moustache surmontant des lèvres minuscules. « Cela n'est pas juste, objecta-t-il. Monsieur n'a pas joué au gage avec nous. »« Bien sûr, convinrent encore Belovzorov et celui qui m'avait été présenté comme un capitaine en retraite. » Âgé de quelque 40 ans, le visage fortement marqué de petites vérolles, il avait les cheveux frisés comme un arabe. Les épaules voûtées, les jambes arquées, il portait un uniforme sans épaulettes et déboutonné. « Faites le papier, puisque je vous l'ai dit, » répéta la jeune fille. « Qu'est-ce que c'est que cette mutinerie? C'est la première fois que nous recevons M. Voldemar dans notre compagnie. Et il ne sied pas de lui appliquer
la loi avec trop de vigueur. Allons, ne ronchonnez pas, écrivez, je le veux. Le comte ébaucha un geste désapprobateur, mais baissa docilement la tête, prit une plume dans sa main blanche, aux doigts couverts de bagues, arracha un morceau de papier et se mit à écrire. « Permettez au moins que nous expliquions le jeu à M. Voldemar, intervint Louchine sarcastique, car il a complètement perdu le nord. Voyez-vous, jeune homme, nous jouons au gage. La princesse est à l'amende et celui qui tirera le bon numéro aura le droit de lui baiser la main. Vous avez saisi ?» Je lui jetai un vague coup d'œil, mais restai planté immobile, perdu dans un rêve nébuleux. Zinaïda sauta de nouveau sur sa chaise et se remit à agiter le chapeau. Les autres se pressèrent autour d'elle et je fis comme eux. « Maïdanoff, dit Zinaïda au grand jeune homme, au visage maigre, aux petits yeux de myope, avec des cheveux noirs et exagérément longs. Maïdanoff, vous devriez faire acte de charité et céder votre petit papier à M. Voldemar afin qu'il ait 2 chances au lieu d'1. Maïdanoff fit un signe de tête négatif et ce geste dispersa sa longue crinière. Je plongeai ma main le dernier dans le chapeau, pris le billet, le déplia. Oh mon Dieu, un baiser! Je ne saurais vous dire ce que j'éprouvais en lisant ce mot. Un baiser, m'exclamai-je malgré moi. Bravo, il a gagné, applaudit la princesse, j'en suis ravie. Elle descendit de la chaise et me regarda dans les yeux avec tant de douce clarté que mon cœur tressaillit. « Et vous, êtes-vous content ?» me demanda-t-elle. « Moi ?» balbutiai-je. « Vendez-moi votre billet, me chuchota Belovzorov. Je vous en donne 100 roubles. » Je lui répondis en lui jetant un regard tellement indigné que Zinaïda applaudit et Louchine cria « Bien fait !» Pourtant, poursuivit-il, en ma qualité de maître des cérémonies, je dois veiller à la stricte observance de toutes les règles. Monsieur Voldemar, mettez genoux à terre. C'est le règlement. Zinaïda s'arrêta en face de moi, en penchant la tête de côté, comme pour mieux me voir, et me tendit gravement la main. Je n'y voyais pas clair. Je voulus mettre un genou à terre, mais tombais à 2 genoux et portais si maladroitement les lèvres à la main de la jeune fille que son ongle m'égratigna le bout du nez. Pauvre chou. « Parfait !» s'écria Louchine en m'aidant à me relever. On se remit à jouer au gage. Zinaïda me fit asseoir à côté d'elle. Quelles amantes saugrenues n'inventait-elle pas? Une fois, elle fit elle-même la statue et, choisissant pour piédestal le laid Nirmatsky, elle l'obligea à s'allonger par terre et à cacher de plus son visage dans sa poitrine. Nous ne cessions de rire aux éclats. Tout ce bruit, ce vacarme, cette joie tapageuse et presque indécente, ces rapports inattendus avec des personnes que je ne connaissais à peine, tout cela me produisit une impression considérable. D'autant plus que l'éducation reçue avait fait de moi un garçon sage, raisonnable, assez collet monté. Je me sentis ivre sans avoir bu. Je riais et criais plus fort que les autres, si bien que la vieille princesse, qui recevait à côté un homme de loi de la porte Tiverskaya, convoqué en consultation, se montra à la porte et me regarda sévèrement. Mais j'étais si parfaitement heureux qu'il ne m'importait guère d'être ridicule ou mal vu. Zinaïda continuait à me favoriser et me gardait auprès d'elle. L'un des pensums voulut que je restasse avec elle, sous un châle, afin de lui confesser mon secret. Nos 2 visages se trouvèrent tout à coup isolés du reste du monde, enveloppés dans une obscurité étouffante, opaque, parfumée. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans cette pénombre. Ses lèvres entr'ouvertes exhalaient leur tiédeur, découvrant ses dents blanches. Ses cheveux me frôlaient, me brûlaient. Je me taisais. Elle me souriait d'un air énigmatique et moqueur. En fin de compte, elle me souffla. « Eh bien ?» Là, je ne pouvais que rougir, ricaner, me détournant, respirant péniblement. Le jeu des gages finit par ennuyer et l'on passa à celui de la ficelle. Mon Dieu, quelle ne fut pas ma joie quand elle me frappa fortement sur les doigts pour me châtier d'un moment de distraction. Après cela, je feignis exprès d'être dans les nuages, mais elle ne me toucha plus les mains que je tendais et se contentait de me taquiner. Que n'avons-nous pas imaginé au cours de cette soirée? Piano, chant, danse, fête tzigane. On déguisa Nirmatsky en ours, on lui fit boire de l'eau salée. Le comte Malevski fit le prestidigitateur avec un jeu de cartes. Après quoi, ayant battu le jeu, il nous le distribua comme pour une partie de whist, mais en gardant tous les atouts. Là-dessus, Louchine annonça qu'il avait l'honneur de l'en féliciter. Maïdanoff nous déclama des extraits de son dernier poème, L'Assassin, l'on était en plein romantisme. Il se proposait de le publier avec une couverture noire et le titre tiré en caractères rouge sang. Nous volâmes le chapeau de l'homme de
loi et l'obligeâmes à nous exécuter une danse russe en guise de rançon. Le vieux Boniface fut obligé de s'affubler d'un bonnet de femme, tandis que Zinaïda se coiffait d'un chapeau d'homme. Et d'ailleurs, je renonce à vous énumérer toutes les fantaisies qui nous passaient par la tête. Seul Belovzorov se tenait renfrogné dans un coin et ne dissimulait pas sa mauvaise humeur. Par moments, ses yeux s'injectaient de sang. Il devenait cramoisi et semblait prêt à se jeter au milieu de nous pour nous faire chavirer comme des quilles. Mais il suffisait que notre hôtesse le regardât sévèrement et le menaçât du doigt pour qu'il se retirât de nouveau dans sa solitude. Je crois qu'elle les tient par les bouts du nez, cette Zinaïda. Et si on en apprenait un petit peu plus sur elle? À une prochaine. Bon voyage. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce voyage au bout de la nuit dans la Russie du 19e siècle, tel que la décrivait Ivan Tourgueniev dans sa nouvelle Premier amour, une nouvelle que j'adore, que j'ai commencé à vous lire et que je vais continuer. Alors pour vous résumer, c'est un jeune garçon qui s'appelle Vladimir, il a 16 ans et une jeune fille de 21 ans vient d'emménager à côté de chez lui. C'est une princesse un peu déshéritée, mais une princesse quand même. Il en est red dingue, on en est au tout début, il vient de la rencontrer. Et je vous décris donc cette princesse. C'est Vladimir. Je profitais qu'elle eût baissé les yeux et l'examinait, d'abord à la dérobée, puis de plus en plus hardiment. Son visage me parut encore plus charmant que la veille. Tout en lui était fin, intelligent et attrayant. Elle tournait le dos à la fenêtre voilée d'un rideau blanc. Un ray de soleil filtrait à travers le tissu et inondait de lumière ses cheveux flous et dorés, son cou innocent, l'arrondi de ses épaules, sa poitrine tendre et sereine. Je la contemplais et qu'elle me devenait chère et proche. J'avais l'impression de la connaître depuis longtemps et de n'avoir rien su, rien vécu avant de l'avoir vue. Ça, c'est de la déclaration. Elle portait une robe de couleur sombre, assez usée et un tablier. Et j'aurais voulu caresser doucement chaque pli de ses vêtements. Je suis en face d'elle, nous avons fait connaissance. Les bouts de ses petits pieds dépassaient, espiègles sous la jupe, et j'aurais voulu les adorer à genoux. Quel bonheur, mon Dieu, me disais-je. Je faillis sauter de joie, mais réussis à me contenir et balançais seulement les jambes, comme un enfant qui déguste son dessert. Alors ça, c'est une description comme on n'en trouve plus aujourd'hui. Voilà, un petit pli, un genou, une jambe, voilà, ça suffisait à exciter un jeune garçon. Aujourd'hui, il en faut bien plus, hein, mais bon. Allez, on continue. Parenthèse fermée. J'étais heureux comme poisson dans l'eau et s'il n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais jamais quitté cette pièce. Ses paupières se relevèrent délicatement, les yeux clairs brillèrent d'un doux éclat et elle me sourit de nouveau. « Comme vous me regardez, fit-elle lentement me menaçant du doigt. Je devins cramoisie. Elle se doute de tout, elle voit tout, me dis-je tragiquement. D'ailleurs, pourrait-il en être autrement ? Subitement, un bruit dans la pièce contiguë, le cliquetis d'un sabre. « Zina !» cria la princesse. Belovzorov t'a apporté un petit chat. Un petit chat s'exclama Zinaïda. Elle se leva d'un bond, me jeta les chevaux sur les genoux et sortit précipitamment. Elle n'avait plus rien à foutre. Je me levai également, posai la laine sur le rebord de la fenêtre, passai au salon et m'arrêtai stupéfait sur le pas de la porte. Un petit chat tigré était couché au milieu de la pièce, les pattes écartées. À genoux devant lui, Zinaïda lui soulevait le museau avec précaution. À côté de sa mère, entre les deux croisées, se tenait un jeune hussard, beau garçon, les cheveux blonds et bouclés, le teint rose, les yeux saillants. « Qu'il est drôle !» répétait Zinaïda. « Mais ses yeux ne sont pas du tout gris, ils sont verts. Et comme il a de grandes oreilles. Merci, Victor Egorovitch, vous êtes un amour. » Le hussard, en qui j'avais reconnu l'un des jeunes gens de la veille, sourit et s'inclina en faisant sonner ses éperons et la bélière de son sabre. Hier, vous exprimâtes le désir d'avoir un petit chat tigré à longues oreilles. Vos désirs sont des ordres. Il s'inclina de nouveau. J'aime quand les hommes parlent comme ça. Le petit chat miaula faiblement et se mit à explorer le plancher. Jouer au gage avec nous. Bien sûr, convint encore Belovzorov et celui qui m'avait été présenté comme un capitaine en retraite. Âgé de quelque 40 ans, le visage fortement marqué de petites vérolles, il avait les cheveux frisés comme un arabe. Les épaules voûtées, les jambes arquées, il portait un uniforme sans épaulettes et déboutonné. « Faites le papier, puisque je vous l'ai dit, » répéta la jeune fille. « Qu'est-ce que c'est que cette mutinerie ? C'est la première fois que nous recevons M. Voldemar dans notre compagnie. Et il ne sied pas de lui appliquer
de lui appliquer la loi avec trop de vigueur. Allons, ne ronchonnez pas, écrivez, je le veux. Le comte ébaucha un geste désapprobateur, mais baissa docilement la tête, prit une plume dans sa main blanche, aux doigts couverts de bagues, arracha un morceau de papier et se mit à écrire. « Permettez au moins que nous expliquions le jeu à M. Voldemar, intervint Louchine sarcastique, car il a complètement perdu le nord. Voyez-vous, jeune homme, nous jouons au gage. La princesse est à l'amende et celui qui tirera le bon numéro aura le droit de lui baiser la main. Vous avez saisi ?» Je lui jetai un vague coup d'œil, mais restai planté immobile, perdu dans un rêve nébuleux. Zinaïda sauta de nouveau sur sa chaise et se remit à agiter le chapeau. Les autres se pressèrent autour d'elle et je fis comme eux. « Maïdanoff, dit Zinaïda au grand jeune homme, au visage maigre, aux petits yeux de myope, avec des cheveux noirs et exagérément longs. Maïdanoff, vous devriez faire acte de charité et céder votre petit papier à M. Voldemar afin qu'il ait 2 chances au lieu d'1. Maïdanoff fit un signe de tête négatif et ce geste dispersa sa longue crinière. Je plongeai ma main le dernier dans le chapeau, pris le billet, le déplia. Oh mon Dieu, un baiser! Je ne saurais vous dire ce que j'éprouvais en lisant ce mot. Un baiser, m'exclamai-je malgré moi. Bravo, il a gagné, applaudit la princesse, j'en suis ravie. Elle descendit de la chaise et me regarda dans les yeux avec tant de douce clarté que mon cœur tressaillit. Et vous, êtes-vous content me demanda-t-elle. Moi, balbutiai-je. Vendez-moi votre billet, me chuchota Belovzorov. Je vous en donne 100 roubles. Je lui répondis en lui jetant un regard tellement indigné que Zinaïda applaudit et Louchine cria « Bien fait !» Pourtant, poursuivit-il, en ma qualité de maître des cérémonies, je dois veiller à la stricte observance de toutes les règles. Monsieur Voldemar, mettez genoux à terre. C'est le règlement. Zinaïda s'arrêta en face de moi, en penchant la tête de côté, comme pour mieux me voir, et me tendit gravement la main. Je n'y voyais pas clair. Je voulus mettre un genou à terre, mais tombais à 2 genoux et portais si maladroitement les lèvres à la main de la jeune fille que son ongle m'égratigna le bout du nez. Pauvre chou. « Parfait !» s'écria Louchine en m'aidant à me relever. On se remit à jouer au gage. Zinaïda me fit asseoir à côté d'elle. Quelles amantes saugrenues n'inventait-elle pas? Une fois, elle fit elle-même la statue et, choisissant pour piédestal le laid Nirmatsky, elle l'obligea à s'allonger par terre et à cacher de plus son visage dans sa poitrine. Nous ne cessions de rire aux éclats. Tout ce bruit, ce vacarme, cette joie tapageuse et presque indécente, ces rapports inattendus avec des personnes que je ne connaissais à peine, tout cela me produisit une impression considérable, d'autant plus que l'éducation reçue avait fait de moi un garçon sage, raisonnable, assez collet monté. Je me sentis ivre sans avoir bu. Je riais et criais plus fort que les autres, si bien que la vieille princesse, qui recevait à côté un homme de loi de la porte Tiverskaya, convoqué en consultation, était du bout de son museau. « Oh, il a faim !» s'écria Zinaïda. « Boniface, Sonia, vite, du lait !» Une bonne, qui portait une vieille robe jaune et un foulard décoloré autour du cou, entra dans la pièce apportant une soucoupe de lait qu'elle déposa devant la petite bête. Le chat frissonna, ferma les yeux et commença de laper. « Comme sa langue est petite et toute rouge, observa Zinaïda en baissant la tête presque au niveau du museau. Le petit chat, repu, fit ronron. Zinaïda se releva et ordonna à la bonne de l'emporter, d'un ton parfaitement indifférent. « Votre main pour le petit chat, sourit le hussard, encombrant son corps d'athlète sanglé dans un uniforme flambant neuf. « Les 2, répondit Zinaïda. Pendant qu'il lui baisait les mains, elle me regarda par-dessus son épaule. Quelle coquine! Je restais plantée où j'étais, ne sachant pas trop si je devais rire, dire quelque chose ou me taire. Tout à coup, j'aperçus par la porte entr'ouverte du vestibule Théodore, notre domestique, qui me faisait des signes. Je sortis machinalement. « Que veux-tu » lui demandai-je. « Votre maman m'envoie vous chercher, répondit-il à mi-voix. On vous en veut de n'être pas revenu apporter la réponse. Mais y a-t-il donc si longtemps que je suis ici ? Plus d'1 heure. Plus d'1 heure, répétai-je malgré moi. Il ne me restait plus qu'à rentrer au salon et prendre congé. Où allez-vous ? Me demanda la jeune princesse en me fixant toujours par-dessus l'épaule du hussard. Il faut que je rentre. Je vais dire que vous avez promis de venir vers 1 heure, ajoutai-je en m'adressant à sa mère. C'est cela, jeune homme. Elle sortit une tabatière et prisa si bruyamment que je sursautai. À l'époque, c'était pas cool de faire ce genre de truc. C'est cela, répéta-t-elle en clignant ses yeux larmoyants et geignants. Je saluai encore une fois et quittai la pièce, gênée, comme tout adolescent qui sent qu'un regard est attaché à son dos. « Revenez nous voir, monsieur Voldemar !» cria Zinaïda en éclatant de rire de nouveau.
Pourquoi rit-elle tout le temps me demandai-je en rentrant en compagnie de Théodore. Le domestique marchait à quelques pas derrière et ne disait rien, mais je sentais qu'il me désapprouvait. Ma mère me gronda et se montra surprise que je me fusse tellement attardée chez la princesse. Je ne répondis rien et montai dans ma chambre. Et tout soudain, je fus submergée par une immense vague de détresse. Je retenais mes larmes prêtes à couler. J'étais affreusement jaloux du hussard. Et les choses ne font que commencer. La princesse vint voir ma mère comme elle l'avait promis. Elle lui déplut. Je n'assistais pas à l'entretien, mais à table, maman déclara à mon père que cette princesse Zaskin lui avait produit l'impression, entre guillemets, d'une femme très vulgaire, qu'elle l'avait terriblement ennuyée avec ses sollicitations et ses prières d'intervenir auprès du prince Serge, qu'elle avait des procès en masse, de vilaines affaires d'argent, et devait être une grande chicanière. Néanmoins, ma mère ajouta qu'elle avait invité le lendemain à dîner la princesse avec sa fille. En entendant et sa fille, je plongeais le nez dans mon assiette et justifiais cette invitation par le fait que c'était une voisine et quelqu'un de la noblesse par-dessus le marché. À cela, mon père répondit qu'il avait connu dans sa jeunesse le prince Zaskin, un homme très bien élevé, mais lunatique et sans cervelle. Comme la plupart des hommes, si je peux me permettre. Ses amis l'appelaient le Parisien parce qu'il avait fait un long séjour dans la capitale française. Tiens donc, extrêmement riche, puis ruiné au jeu, il avait épousé, on ne sait jamais pourquoi, peut-être pour sa dot, la fille d'un magistrat. Là-dessus, mon père ajouta qu'il aurait pu trouver mieux. Après le mariage, s'étant mis à jouer à la bourse, il se serait définitivement ruiné. Pourvu qu'elle ne vienne pas m'emprunter de l'argent, soupira ma mère. Cela n'aurait rien de surprenant, observa mon père sans s'émouvoir. Sait-elle parler français? Très mal. À vrai dire, cela n'a pas d'importance. Tu viens de dire, je crois, que tu as invité sa fille avec elle. On m'a affirmé que c'était une personne aimable et fort instruite. Tiens, il faut croire qu'elle ne ressemble pas à sa mère, rétorqua maman. Ni à son père. Celui-là avait de l'éducation, mais était bête. Comme quoi, c'est pas antinomique. Ma mère soupira de nouveau et devint songeuse. Mon père se tut. Je m'étais sentie terriblement gênée durant tout ce dialogue. À l'issue du repas, je descendis au jardin, mais sans fusil. Je m'étais juré de ne point m'approcher de la palissade des Zaskin, mais une force invisible m'y attirait. Et pour cause. À peine y étais-je parvenue que j'aperçus Zinaïda. Elle était seule dans un sentier, un livre à la main, pensive. Elle ne me remarqua pas. Je faillis la laisser passer, puis, me reprenant au dernier moment, je toussautai. Elle se retourna, mais sans s'arrêter, écarta de la main le large ruban d'azur de sa capeline, me dévisagea, sourit doucement et reprit sa lecture. Jetai ma casquette et m'éloignai, le cœur gros, après quelques instants d'hésitation. « Que suis-je pour elle ?» me dis-je en français, je ne sais pourquoi. Un pas familier résonna derrière mon dos. C'était mon père qui me rejoignait de sa démarche légère et rapide. « C'est cela, la jeune princesse ?» me demanda-t-il. « Oui, c'est elle. Tu la connais donc ?»« Oui, je l'ai vue ce matin chez sa mère. » Mon père s'arrêta net, fit brusquement demi-tour et rebroussa chemin. Parvenu au niveau de la jeune fille, il la salua courtoisement. Elle lui répondit avec une gentillesse mêlée de surprise et lâcha son livre. Je m'aperçus qu'elle suivait mon père du regard. Mon père était toujours vêtu avec beaucoup de recherche et de distinction, allié à une parfaite simplicité, mais jamais sa taille ne m'avait paru aussi svelte, jamais son chapeau gris n'avait reposé avec plus d'élégance sur ses boucles à peine clairsemées. Je me dirigeai vers Zinaïda, mais elle ne m'accorda pas même un regard, reprit son livre et s'éloigna. Je passai toute la soirée, toute la matinée du lendemain dans une sorte de torpeur mélancolique. J'essayais de me mettre au travail, ouvris le cahier d'Anof, mais en vain. Les lignes espacées et les pages du célèbre manuel défilaient devant moi, sans franchir la barrière des yeux. 10 fois de suite, je relus cette phrase. « Jules César se distinguait par sa vaillance au combat. » Je n'y comprenais goutte. Aussi finis-je par renoncer. Avant le dîner, je repommadai mes cheveux, passai ma petite redingote et ma cravate neuve. « À quoi bon ?» me demanda ma mère. « Tu n'es pas encore à la faculté et Dieu sait si tu y seras un jour. D'ailleurs, on vient de te faire une veste et tu ne vas pas la quitter au bout de quelques jours. » « Mais nous attendons des invités, balbutiai-je, la détresse au cœur. »« Oh, pour ce qu'ils valent !» Il fallait m'exécuter. Je remplaçai la petite redingote par la veste, mais je gardai ma cravate. La princesse et sa fille se présentèrent avec une bonne demi-heure d'avance. La mère avait mis un châle jaune par-dessus la robe verte que je connaissais déjà et portait en outre un bonnet démodé à ruban feu.
Dès l'abord, elle se mit à parler de ses lettres de change, soupirant, se plaignant de sa misère, geignant à fendre le cœur et prisant son tabac aussi bruyamment que chez elle. Elle semblait avoir oublié son titre de princesse, remuait sur sa chaise, se tournait de tous les côtés et produisait sur ses hôtes un effet désastreux. Zinaïda, au contraire, très fière et presque austère, se tenait comme une vraie princesse. Son visage était froid, immobile et grave. Je ne la reconnaissais plus, ni son regard, ni son sourire, mais elle me semblait encore plus adorable sous ce nouveau jour. Elle avait mis une robe légère, de basin, avec des arabesques bleu pâle. Ses cheveux descendaient en longues boucles et encadraient son visage à l'anglaise, et cette coiffure s'accordait à ravir avec l'expression froide de ses traits. Mon père était assis à côté d'elle et lui parlait avec sa courtoisie raffinée et sereine. De temps en temps, il la fixait, et elle le dévisageait aussi, avec une expression bizarre, presque hostile. Il s'exprimait en français et je me souviens d'avoir été frappée par la pureté impeccable de l'accent de la jeune fille. Quant à la vieille princesse, elle se tenait toujours avec le même sans-gêne, mangeait pour 4 et faisait des compliments pour les plats qu'on lui servait. Sa présence semblait importuner ma mère, qui répondait à toutes ces questions avec une sorte de dédain attristé. Mon père avait parfois un froncement de sourcils à peine perceptible. Pas plus que la vieille princesse, Zinaïda n'eut l'heure de plaire à ma mère. « Beaucoup trop fière », déclara-t-elle le jour suivant. « Il n'y a vraiment pas de quoi avec sa mine de grisette. » « Tu n'as probablement jamais vu de grisette, lui rétorqua mon père. « Dieu m'en garde, je ne me porte pas plus mal pour cela. »« Tu ne te portes pas plus mal, c'est certain, mais alors comment se fait-il que tu crois pouvoir les juger ?» Durant tout le repas, Zinaïda n'avait pas daigné faire la moindre attention à ma pauvre personne. Peu après le dessert, la princesse commença à faire ses adieux. « Je compte sur votre protection, Maria Nikolaïevna et Piotr Vassilievitch, fit-elle en s'adressant à mes parents d'une voix traînante. « Que voulez-vous? Fini les beaux jours. Je porte le titre de sérénissime, ajouta-t-elle avec un ricanement désagréable. Mais à quoi cela m'avance-t-il, je vous le demande, si j'ai l'estomac vide ?» Mon père la salua cérémonieusement et la reconduisit jusqu'à la porte de l'antichambre. Je me tenais à côté de lui, dans ma veste étriquée, les yeux rivés au sol, comme un condamné à mort. La façon dont Zinaïda m'avait traité m'avait complètement anéanti. Quel ne fut donc pas mon étonnement lorsque, en passant devant moi, elle me souffla rapidement, le regard câlin. « Venez chez nous à 8 heures, vous m'entendez, venez sans faute. » J'ouvris les bras tout grands de stupéfaction, mais elle était déjà partie après avoir jeté un fichu blanc sur ses cheveux. Ne jamais se fier aux apparences. À 8 heures précises, affublée de ma petite redingote et les cheveux en coque, je me présentai dans le vestibule du pavillon de la princesse. Le vieux majordome me dévisagea d'un œil morne et ne montra qu'un piètre empressement à se lever de sa banquette. Des voix joyeuses me parvenaient du salon. J'ouvris la porte et reculai, stupéfait. Zinaïda se tenait debout sur une chaise au beau milieu de la pièce, tenant un haut de forme. 5 hommes faisaient cercle autour d'elle, essayant de plonger la main dans le chapeau qu'elle soulevait toujours plus haut en le secouant énergiquement. Quand elle m'aperçut, elle s'écria aussitôt. « Attendez, attendez, voici un nouveau visiteur. Il faut lui donner aussi un petit papier. » Et quittant sa chaise d'un bond, elle s'approcha de moi et me tira par la manche. « Venez donc, pourquoi restez-vous là ? Mes amis, je vous présente Monsieur Voldemar, le fils de notre voisin. Et ces messieurs que vous voyez sont le comte Malevski, le docteur Louchine, le poète Maïdanov, Nirmatsky, un capitaine en retraite, et Belovzorov, le hussard que vous avez déjà vu hier. J'espère que vous allez vous entendre avec eux. » Dans ma confusion, je n'avais salué personne. Le docteur Louchine n'était autre que l'homme brun qui m'avait infligé une cuisante leçon l'autre jour au jardin. Je ne connaissais pas les autres. « Comte, reprit Zinaïda, préparez donc un petit papier pour Monsieur Voldemar. » Le comte était un joli garçon, tiré à 4 épingles, avec des cheveux noirs, des yeux bruns très expressifs, un nez mince et une toute petite moustache surmontant des lèvres minuscules. « Cela n'est pas juste, objecta-t-il. Monsieur n'a pas